Che Guevara n'est pas de ceux qui meurent parce qu'il restera vivant dans le cœur de chaque révolutionnaire. Le 9 octobre 1967, on apprend que Che Guevara, le plus célèbre compagnon de Fidel Castro, a été tué dans la forêt bolivienne. Officiellement, le guérillero argentin a succombé à ses blessures à la suite d'une fusillade avec l'armée bolivienne. Mais très vite, plusieurs éléments viennent semer le doute. Pour les uns, c'est la CIA qui a donné l'ordre d'exécuter l'homme symbole de la guérilla anti-impérialiste. Et pour les autres, le Che avait fini par gêner l'Union soviétique et le régime cubain et il a été abandonné ou trahi. Alors, pourquoi et comment a-t-on tué Che Guevara? Nous allons enquêter maintenant ensemble. Jeannette Abel, vous êtes universitaire, vous êtes spécialiste de l'Amérique latine, vous avez écrit un livre qui s'appelle Rupture à Cuba, qui est sous-titré Le castrisme en crise. Alors, j'ai d'abord une question qui est anecdotique, mais qu'est-ce que ça veut dire Che? C'est une interpellation argentine, traduisible en français. C'est une manière d'aborder quelqu'un ou de commencer une phrase ou de la terminer. Et Guevara disait souvent Che, c'est ça? Ah oui, oui, comme tous les Argentins, oui. Che, Che par-ci, Che par-là. D'accord, ok. D'où son surnom. Alors, en 67, à l'époque de sa mort, qu'est-ce qui représente Che Guevara? Il représente, je dirais, trois choses essentielles. D'une part, l'internationalisme, c'est un Argentin. Il a combattu dans la Sierra Maestra à Cuba pour la chute de la dictature de Batista. Ensuite, eh bien, il va quitter les honneurs et le pouvoir, quitter les privilèges pour partir en Bolivie, où il va mourir à l'âge de 39 ans. Quand il est parti de Cuba, il avait 37 ans, il était ministre, et c'était le numéro 2 de la direction cubaine. Donc c'est à la fois quelqu'un qui symbolise l'internationalisme, la rébellion, mais aussi un profond humanisme. Et une forme de pureté révolutionnaire. Et une forme de pureté, de rigueur, de droiture révolutionnaire, de désintérêt et de mépris du pouvoir. C'est quand même l'époque de la guerre du Vietnam, donc il y a un contexte particulier quand même. Tout à fait, oui. C'est important de comprendre, parce qu'on l'oublie très souvent, nous sommes en pleine guerre froide, même si elle s'est atténuée, la guerre du Vietnam fait rage, et Guevara est extrêmement sensible au combat mené par le peuple vietnamien. Et dans cette conjoncture particulière, où l'Union soviétique et la Chine se font des crocs en jambes, c'est son expression, hein, il dit ils se font des crocs en jambes, eh bien il dit, pour aider les Vietnamiens, il faut disperser les forces de l'armée américaine, il faut créer d'autres foyers révolutionnaires. 1, 2, 3 Vietnam. Voilà, créer 1, 2, 3 Vietnam, c'est sa formule. Et alors, il y avait un mystère autour de sa mort. Il y a encore un mystère d'ailleurs. Oui. Pas un mystère immédiat, ça je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais il y avait, quand il est parti, en 1965, à Cuba, tout le monde disait « Donde está el Che ?» Où est le Che? Personne ne le savait. La réponse en général c'était quelque part à Cuba, mais on ne savait pas. Tout le monde ignorait pourquoi il était parti, quand il était parti. Bon, on va essayer de dissiper ce mystère. Et puis on se retrouve dans un peu moins d'1 heure pour votre verdict. À tout à l'heure. Peggy, revenons au 9 octobre 1967. Après des années de combat, Che Guevara est capturé en Bolivie et on annonce sa mort au monde entier. On va remonter un petit peu avant, si vous le permettez. C'est important pour comprendre dans quel contexte s'insère la mort du Che. En octobre 67, ça fait déjà 12 ans que le Che combat pour ses idéaux révolutionnaires. C'est un anti-impérialiste farouche qui ne cesse de voyager pour tenter d'allumer ça et là des foyers insurrectionnels pour lutter contre ce qu'il appelle le poulpe capitaliste, c'est-à-dire la domination nord-américaine. La Bolivie, c'est le dernier pays où le Che a combattu. Il espère former des guérilleros qui combattront partout en Amérique latine. Le problème, c'est qu'en Bolivie, la nature est très hostile. Défavorable aux combattants, qui passent parfois 10 jours sans manger et qui sont de plus en plus affaiblis. Ils périssent un à un, parfois noyés dans une rivière. Quant au Che, personnellement, il est de plus en plus affaibli. Vous savez qu'il était victime de crises d'asthme depuis l'enfance. Et ces crises d'asthme se renforcent.
Face à ces guérilleros, vous avez 2000 soldats de l'armée bolivienne encadrés par des conseillers nord-américains et ces hommes détiennent des portraits dessinés très ressemblants des guérilleros. Ils savent où ils se trouvent. Et d'ailleurs, fin septembre 67, 7 des compagnons du Che sont capturés et tués. Début octobre, le Che se met en tête de gagner la gorge du Churro, un lieu maudit d'après les autochtones, car on raconte que la montagne avalerait les promeneurs perdus. Une légende, oui. Et le Che a cette phrase prophétique à l'un de ses guérilleros, « Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que nous sommes arrivés au dernier combat. » Effectivement, très rapidement, les hommes de Guevara sont encerclés par 2 compagnies de bérets verts et de rangers boliviens. Le combat dure toute la journée. Le Che finit par être blessé à la jambe. Son fusil s'est enrayé, donc il ne peut pas s'en servir. Il sort une autre arme, elle non plus ne fonctionne pas. Et il passe à 2 doigts de la mort lorsqu'il décline son identité, enfin, au soldat qui le tient en joue. Court répit, puisque le prisonnier Guevara doit claudiquer jusqu'au petit village de la Higuera, dans cette école où il va être enfermé. Et le 9 octobre 1967, sa mort est officielle. Il avait 39 ans. Oui, mais alors qu'est-ce qui s'est passé entre l'arrestation et la mort? Alors à l'époque, les versions divergent. La version donnée par les autorités boliviennes et en particulier par le sergent Mario Terán, c'est que le Che serait mort le 8 et non pas le 9. Le 8 octobre, suite à ses blessures dues au combat. Seulement voilà, quelques années plus tard, on va retrouver une photo qui contredit la première version, puisque vous voyez là le Che vivant, et ça c'est une photo qui date du 9 octobre. Là il est encadré par des militaires boliviens et par un agent de la CIA. Donc c'est la dernière photo du Che vivant et c'est le 9 octobre. D'accord. Mais alors il est mort le 9 octobre ou pas alors? Il est mort le 9 octobre, le tout c'est de savoir comment. Donc je continue, son cadavre est ligoté sur le patin d'un hélicoptère, direction Valle Grande, toujours en Bolivie, pour un ultime voyage. La dépouille arrive dans l'après-midi. On met Che Guevara sur le lavoir d'une buanderie de l'hôpital San Juan de Dios. Vous le voyez là, les yeux ouverts, le torse nu, christique, pourrait-on dire, avec 2 perforations sur le thorax, dont une près du cœur. La nouvelle fait évidemment le tour du monde. Elle fait la une des journaux pendant des semaines, pendant des mois. Je vous en montre quelques-uns. Voilà par exemple. François, le corps de Che Guevara montré par les Boliviens. La photo qui correspond à ce qu'on a vu. Voilà. La mort de Che Guevara est confirmée à La Havane. Et dans l'humanité, la disparition de Che Guevara. Ça, c'est le 12 octobre, donc on en parle pendant plusieurs jours. Une conférence de presse est organisée par Alfredo Ovando Candia, commandant en chef des forces armées boliviennes. Voilà ce qu'il dit. La meilleure preuve que cet homme est bien le Che, ce sont les empreintes. Vous pouvez les emporter pour vérifier. Et d'ailleurs, les mains du Che vont être conservées, découpées et conservées dans du formol par l'armée. C'est glauque le truc là. C'est glauque et c'est mystérieux à la fois, puisque le lendemain, le général Barrientos, président de la Bolivie, se rend sur les lieux pour voir le cadavre du Che qui a disparu. Même le frère du Che demandera à voir la dépouille, il n'y parviendra pas. Le corps du Che a disparu, celui de ses compagnons également. 18 octobre 67, Fidel Castro organise des funérailles pour Che Guevara. Lui qui, sans le corps, non? Sans le corps, lui qui détestait pourtant le faste, le luxe. Donc Che Guevara était une légende et il devient un mythe. Attention Laurent, ce n'est pas tout, parce que ça c'est la version officielle, sauf que 2 mois plus tard, en décembre 67, quelqu'un va parler. Il s'agit d'un militaire, Eduardo Torrico, et il va dire que le Che a été assassiné. Alors pour vérifier ses dires, il eût été simple de pratiquer une autopsie, sauf que le corps a disparu. Pendant 30 ans, on ne saura pas où il se trouve, d'autant que Cuba interdisait les fouilles. Mais en 97, on retrouve les restes du guérillero sur la piste d'atterrissage de Valle Grande, en Bolivie. Et donc on voit bien qu'il y a un mystère, quoi. Est-ce qu'il a été tué sur ordre de la CIA ou par les autorités boliviennes? C'est la chose qu'il faut éclaircir. Oui, c'est ce qui est à déterminer, mais en tout cas, c'est un assassinat politique parce que Che Guevara agaçait beaucoup de gens, autant au plan national à Cuba qu'au plan international. Corinne, le destin du Che s'explique par sa personnalité. Alors, qui était vraiment Ernesto Guevara? En fait, ce qui est vraiment stupéfiant, c'est que de son vivant, Guevara était déjà un mythe. L'exemple même du révolutionnaire exalté, sans compromis, sans compromission, qui rêvait de l'avènement
d'un homme nouveau débarrassé des impératifs matériels. Non mais attendez, ça c'est la vision idyllique, hyper romantique du Che Guevara que l'on retrouve partout. Pas seulement comme cette photo là-bas que l'on voit au mur, qui est dans toutes les chambres d'adolescents, mais y compris aussi dans les biographies qui sont la plupart du temps de simple hagiographie. Bon, attendez. Poursuivons. D'abord, quelle est l'origine de son engagement? En tout cas, c'est un engagement très précoce. Alors, Ernesto Guevara de la Serna naît en juin 28 en Argentine. C'est un mélange de sang irlandais, basque, espagnol. Et sa mère, Celia, est issue d'une grande famille de propriétaires terriens. Elle est aussi féministe avant l'heure. Le petit Ernesto souffre d'asthme, ça pouvait être dangereux à l'époque. Du coup, il dévore la vie, il fait énormément de sport, du rugby, et il se nourrit aussi des livres d'aventure de Jack London et Jules Verne, qu'il lit en français, qui feront de lui un grand aventurier. Et il va entreprendre des études de médecine. Exact, en 48, il rentre à l'université de Buenos Aires, mais sa vraie passion reste les voyages. Et il n'hésite pas à parcourir, regardez, 4500 km avec son vélo à moteur et sa chambre à air en bandoulière pour rejoindre un ami qui s'était engagé dans une léproserie au Pérou. Il rentre ensuite pour suivre ses études quand même en Argentine, mais c'est pour mieux repartir 3 ans plus tard. Et là, Guevara va sillonner toute l'Amérique latine. Puis il reviendra pour obtenir enfin son diplôme. À 25 ans, il sera docteur en médecine. Est-ce qu'il est déjà communiste à ce moment-là? Non, pas du tout, parce que de toute façon, il ne s'est jamais affilié à aucun parti. Il voulait simplement débarrasser les pays pauvres du joug impérialiste américain. Et sa conscience politique va encore s'aiguiser au Guatemala avec la femme qu'il va rencontrer, Hilda Gadea Acosta, qui va devenir sa première épouse. C'est une militante péruvienne exilée. Et ils vont assister tous les deux médusés au renversement du régime progressiste de Jacob Arbenz par Castillo Armas, qui a été soutenu et financé par la CIA. Et cela va encore augmenter la haine des États-Unis de Che Guevara. Mais alors quand est-ce qu'il a rencontré Castro? Les deux hommes se sont rencontrés à Mexico en 1955. Castro a alors 27 ans, il est avocat, chef des Cubains exilés. Et leur rencontre dure plus de 10 heures. C'est dire l'impact. Ensuite, ils embarquent en 1956 tous les deux à bord d'un navire en direction des côtes cubaines. Ils sont 80 à bord, mais ils vont être décimés. Ils ne seront plus que 12 à se réfugier dans la montagne cubaine. Et là, les Barbudos, comme on va les appeler, les barbus, vont lancer leur guérilla contre la dictature de Batista. Et au fur et à mesure, il y a aussi des paysans qui vont venir grossir les rangs. Oui, mais comment est-ce que Castro considère le Che? Avec respect énormément, parce qu'il en fait le premier commandant de son armée rebelle. En témoigne d'ailleurs, vous savez, la petite étoile qu'il arborait fièrement sur son béret. Ensuite, Guevara va prendre de l'ampleur. C'est lui qui va créer Radio Rebelde, mais aussi le journal El Cubano Libre, avec toujours ce même mot d'ordre, la liberté ou la mort. Et puis dans cette zone qui maintenant est libérée, il va aussi mettre sur pied une véritable manufacture d'armes. Et ce petit groupe de Barbudos, comme on dit, va renverser le dictateur Batista. Exact. Parce qu'en fait, les 10 000 hommes de Batista ne parviendront pas à maîtriser les 300 Barbudos de Castro. Et d'ailleurs, en décembre 1958, ça c'est une reconstitution, les Barbudos vont attaquer le train blindé de Batista, qui était un peu considéré comme l'arme ultime. C'était à Santa Clara. C'est une victoire. Les soldats cubains se rendent. Batista est contraint à l'exil. Et Castro et Guevara sont vraiment accueillis comme des héros à la Havane. Alors là, Castro n'oublie pas évidemment son frère d'armes. Il en fait un citoyen cubain et il le nomme gouverneur militaire. Et ensuite, comment est-ce qu'il va continuer sa carrière politique? Ensuite, il va mettre sur pied une vaste réforme agraire. Il va interdire les propriétés de plus de 400 hectares, le reste étant transformé en coopérative. Puis, il deviendra aussi le responsable de la Banque nationale cubaine. Et regardez, cet homme qui détestait l'argent, par dérision, va même apposer son surnom, le Che, sur les billets de banque. C'est un billet signé Che. Voilà. Bon, il poursuit sa carrière, il devient ministre de l'Industrie et il a vraiment à cœur de rendre Cuba indépendante industriellement. Et c'est pour ça qu'il prône par exemple le travail volontaire et le dimanche, il donne l'exemple. Alors on peut le voir régulièrement aider sur les chantiers de construction de logements ou alors couper la canne à sucre ou bien même porter les sacs de canne à sucre. Il ne se ménage pas. Enfin, Corinne, personne ne doute ni de sa sincérité ni de sa bonne volonté. Et puisque vous nous montrez des images d'agriculture, Che Guevara, il commettait des erreurs, il était déconnecté des réalités, il prenait la diversification des cultures à Cuba.
au lieu de miser précisément sur la force de Cuba qui était la canne à sucre. Et puis pour l'industrie, c'est la même chose. Il aimerait bien développer l'industrie de Cuba, sauf que les usines qui sont livrées clé en main par les amis soviétiques, de toute façon, sont obsolètes avant même d'avoir commencé à tourner. Il y a là une vraie contradiction, c'est-à-dire qu'il a des idéaux, il a des projets, il a des rêves, mais il n'a aucun moyen pour mener à bien cette politique-là. En tout cas, il va aller chercher des soutiens un peu partout. Alors évidemment, il va aller rencontrer les grands chefs communistes. Il a vu par exemple Nikita Khrouchtchev, évidemment, mais aussi Mao. Mais il va aussi rendre visite aux chefs des États non alignés, comme on les appelait, c'est-à-dire les pays qui n'ont pas choisi entre l'URSS et les États-Unis. Donc il a rencontré par exemple Nasser, le président égyptien, mais aussi Nehru, le président indien, ou bien Tito, le yougoslave. Et partout, il multiplie les discours très anti-américains. Ça, c'est normal, mais il fait aussi de plus en plus des discours très critiques à l'égard de l'URSS, dont il dénonce les échecs patents. Évidemment, cela dérange un petit peu Castro, qui a peur d'un retour de bâton de la part de la Russie, et c'est pourquoi il éloigne Che Guevara de Cuba. D'accord, mais enfin, il l'envoie comme ambassadeur de la révolution à l'étranger, c'est pas vraiment une punition. Enfin, Laurent, vous savez bien que certaines promotions, soi-disant, sont des sanctions destinées à éloigner les personnalités qui deviennent gênantes. Et Corinne vient de le dire, en fait, concernant Castro et Guevara, c'est assez simple. Castro prône, lui, un rapprochement avec l'URSS. Finalement, Cuba va devenir une sorte de pays satellite, de pays frère de l'Union soviétique. Guevara, lui, il n'est pas du tout sur cette logique-là. Guevara, lui, il rêve d'un Sud qui s'unit pour lutter contre les pays du Nord. Il veut le non-alignement. Le plus bel exemple, peut-être le plus frappant, c'est qu'en février 1965, il fait un discours à Alger, un discours extrêmement virulent contre les États-Unis, mais aussi très critique à l'égard de l'URSS. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on vient de dire. Sauf que quand il rentre à Cuba, le 14 mars 1965, son discours a rendu tellement furieux et Castro et ses amis soviétiques que Castro va le convoquer. Les deux hommes vont s'enfermer à huis clos pendant 40 heures. 40 heures ? Oui, nul ne sait ce qu'ils se sont dit, sauf qu'à la fin, cet entretien, Che Guevara va disparaître, il va quitter toute fonction officielle à Cuba. Et en fait, des années plus tard, on apprendra qu'il s'était rendu au Congo belge pour soutenir la guérilla de, vous savez, Laurent Désiré Kabila, qui deviendra plus tard président du pays. Du Congo, voilà. ouais. Sauf que, en fait, c'est la première désillusion de Che Guevara parce qu'il va se rendre compte que ces révolutionnaires-là ont plus de goût pour l'argent que pour les idées. Et cet échec d'ailleurs n'empêchera pas Castro de l'envoyer aussi ailleurs, en Bolivie. Et pour anecdote, c'est une époque aussi où Che Guevara va changer d'apparence et changer d'identité. Regardez ce bourgeois à côté de Castro, c'est Che Guevara. Les chirurgiens plastiques des services secrets cubains l'ont transformé, ils lui ont rajouté des sourcils plus épais, ont transformé sa dentition. Regardez, c'est lui là. Et on va lui donner aussi des faux passeports, il va changer d'identité. Alors il va prendre les noms de Ramon Benítez Fernandez et Adolfo Mena González. Regardez, c'est lui. Le voici, son faux passeport. Et c'est sous ce nom qu'il va, en 1966, entrer en Bolivie. Alors là, c'est un piège. Regardez, c'est lui, on dirait absolument pas Che Guevara. Et c'est avec cette apparence-là qu'il va rentrer en Bolivie. Et ce sera un piège. C'est là qu'il va finalement trouver la mort. Enfin, il a quand même tenu 1 an en Bolivie, malgré le fait qu'il était poursuivi par des centaines ou des milliers de militaires boliviens. Des militaires boliviens et la CIA, qui ne sait pas exactement où il se trouve, mais qui a décidé de neutraliser ce dangereux révolutionnaire. Et là où ça se complique, c'est que les soviétiques, eux aussi, en veulent à Che Guevara. Eric, pour comprendre quels sont les ennemis du Che, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. C'est une époque particulièrement trouble, c'est la guerre froide, le monde est alors bipolaire, les États-Unis contre l'URSS. Et on peut dire que par sa révolution, Cuba va franchement passer d'un camp à l'autre, et tout cela dans la banlieue de l'Amérique, j'allais dire, à 150 km des côtes de Floride. Pourtant, jusqu'à présent, jusqu'alors, tout allait pour le mieux pour l'Amérique à Cuba. On peut même dire que les Américains avaient transformé l'île de Cuba en annexe de l'Amérique. Et c'est un pion de l'Amérique qui tient les rênes du pouvoir à La Havane jusqu'en 1959. Cet homme, le général Batista, qui a pris le pouvoir par un putsch en mars 52, soutenu par la CIA. Il a instauré une dictature sanglante et dans laquelle les États-Unis contrôlent absolument tout, aussi bien les échanges commerciaux. 90% des ressources minières sont aux mains des Américains, la moitié de l'agriculture, notamment la canne à sucre. Et puis il y a la mafia américaine qui tient tout à La Havane, qui a transformé cette ville en maison de rendez-vous. C'est le temple de jeu, de la prostitution et de la corruption. Mais en 1959, on peut dire qu'il y a une menace qui va se rapprocher, une menace
barbus. Les guérilleros, dirigés par un jeune avocat, vont peu à peu se rapprocher de La Havane et encercler cet immense casino qui était devenu la capitale cubaine. Ces images ont été filmées quelques jours avant que Fidel Castro, jeune avocat de 30 ans, déclenche sa grande offensive contre le dictateur Batista. Sous les ordres de leur chef, les partisans ont développé les actes de sabotage et coupé la route traversant l'île dans toute sa longueur. On sent dans ces actualités françaises tout le romantisme que suscitent ces jeunes révolutionnaires barbus. Mais évidemment, aux États-Unis, ça fait un peu moins sourire, surtout lorsque Castro prend le pouvoir, il renverse Batista. Et les premières décisions de son gouvernement révolutionnaire vont franchement inquiéter les Américains, même si, il faut le préciser, au départ, la révolution castriste n'est pas très explicitement communiste socialiste. Et même si, pour son premier voyage aux États-Unis, Fidel Castro va se montrer conciliant et les Américains vont même tenter d'amadouer Fidel Castro. Ça, c'est le premier voyage de Castro à New York en 1959. Lorsqu'il se rendit pour la première fois à New York, Fidel Castro fut reçu en héros. Les Cubains vivant aux États-Unis l'acclamèrent comme beaucoup d'Américains du Sud qui voyaient en lui un exemple pour leur pays. Les conversations de Fidel avec Christian Herter, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, furent d'ailleurs empreintes de la plus franche cordialité. Alors, franche cordialité qui ne va pas durer parce que peu à peu, et même très clairement à partir de février 60, c'est la rupture. Lorsque Mikoyan, qu'on voit ici, un responsable soviétique, vient inaugurer un aéroport et des usines, on peut dire que Cuba se jette dans les bras du protecteur soviétique, sous l'œil plus qu'inquiet des Américains. 3 mois plus tard, Che Guevara demande aux compagnies pétrolières nord-américaines de raffiner le pétrole brut livré par l'URSS. Évidemment, les États-Unis refusent. Et pire encore, les États-Unis vont suspendre leurs achats de sucre sur lesquels repose pourtant grandement l'économie de l'île. À partir de là, c'est l'escalade. L'URSS prend le relais. C'est l'URSS qui va acheter désormais le sucre aux Cubains. Et donc, la presse américaine a sitôt fait considérer Guevara comme un cerveau fanatique communiste qui pousse Castro et Cuba dans les bras de l'URSS. Autre fait marquant, le 4 mars 1960, cette explosion dans le port de La Havane. C'est un navire français, le Coubre, qui explose. Il transportait des armes achetées par la jeune révolution castriste aux Belges. Première livraison d'armes qui explose, 75 morts et surtout, évidemment, on y voit derrière cette explosion la main de la CIA. Très probablement, c'est la CIA qui a fait exploser ces armes à destination de Cuba. On peut dire que la tension ne va cesser de monter. Oui, et la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est quand Castro et Guevara décident de la nationalisation de toutes les compagnies nord-américaines. C'en est trop pour la Maison-Blanche qui décide d'un embargo sur toutes les exportations à destination de Cuba le 19 octobre 1960. Donc la structure capitaliste de Cuba a complètement volé en éclats. Et ce qui se passe pour les États-Unis, c'est qu'ils voient à 2 pas de chez eux s'installer un régime communiste alors qu'on est en pleine guerre froide. Et surtout qu'à ce moment-là, Castro va commencer à dire explicitement que sa révolution est communiste, qu'elle est socialiste. Alors les Américains ne vont pas évidemment rester sans réagir. Ils vont alimenter, financer en sous-main une réaction anti-castriste. Contre-révolution. Et ça va donner lieu à un des épisodes les plus connus, le débarquement raté dans la baie des Cochons. 1500 mercenaires, le 17 avril 1961, débarquent, mais ce sera un fiasco, puisqu'ils vont être repoussés, massacrés par les troupes de Fidel Castro. Et là, on peut dire que c'est un échec pour la politique américaine. Le tout jeune président, tout nouveau président des États-Unis, un certain John Fitzgerald Kennedy, hésite à envoyer l'aviation pour épauler. Il refuse, Et finalement, il ne va pas intervenir, et on peut dire que ce sera une gifle pour les Américains. Alors après, il y a la crise des missiles de 1962. Oui, exactement. Des avions américains espions décèlent la présence sur le sol cubain de rampes de lancement avec des fusées soviétiques à ogives nucléaires pointées tout droit sur les États-Unis. Kennedy entame un bras de fer avec l'URSS. On passe vraiment à 2 doigts d'une 3e guerre mondiale. La crise finit quand même par se dénouer, aux grandes dames de Castro. Les bateaux qui transportent ces fusées vont rebrousser chemin et la crise se dénoue. Mais tous ces événements contribuent à pousser Cuba et à pousser Castro dans les bras de l'URSS. Enfin, c'est Cuba dans son ensemble qui est dans la ligne de mire américaine, c'est pas que le Che quand même. Oui, mais les discours du Che marquent les esprits et ça va se passer en 2 temps. Il y a d'abord un discours de Che Guevara à la tribune de l'ONU à New York, le 11 décembre 1964, discours extrêmement virulent contre les États-Unis, mais aussi contre l'Union soviétique. Le 2e temps, c'est la fameuse conférence d'Alger, février 65. Je vous lis la déclaration de Guevara qui met le feu aux poudres. Les pays socialistes, sous-entendu l'URSS, ont le devoir moral de liquider leur complicité tacite avec les pays exploiteurs de l'Ouest, sous-entendu les États-Unis. Et on comprend pourquoi Castro, une semaine après, reçoit une lettre de Khrouchtchev lui demandant instamment d'arrêter les provocations anti-URSS.
Et enfin, dernier point qui paraît surprenant, c'est que Fidel Castro n'a cessé de jouer double jeu avec Che Guevara, il n'a cessé de l'instrumentaliser, à tel point que Che Guevara en est mort. Éric, vous suggérez que Castro a joué un rôle dans la mort du Che, mais enfin, il en avait quand même fait le numéro 2 de la révolution. C'est vrai que Castro a toujours eu beaucoup d'ascendant sur Che Guevara, mais enfin les deux hommes avaient des positions divergentes bien plus souvent qu'on ne le pense. Dès 1963-64, Che Guevara a des positions politiques qui divergent, notamment au plan économique, où lui, il veut tourner le dos au modèle soviétique. En fait, je crois que Castro s'est méfié très tôt de Guevara. Vous savez, lors de la chute de Batista, donc on est en décembre 58, immédiatement, Castro nomme Che Guevara gouverneur militaire. Alors d'accord, c'est un honneur, sauf que ça implique qu'il loge à la Cabana, la forteresse-prison qui se trouve à l'extérieur de la Havane. Et en fait, c'est déjà une façon d'éloigner ce bel Argentin des Cubains qui le fascine un peu trop. Et puis deuxième point, Castro, pour gouverner, est obligé de s'appuyer sur ses alliés libéraux, ce que lui reproche violemment le Che, qui est beaucoup plus marxiste et qui lui reproche de ne pas prendre de mesures plus radicales. D'ailleurs, à ce titre, moi, l'épisode du 14 mars 65 me paraît assez symptomatique. On en a déjà parlé, vous savez, après le discours d'Alger, il rentre à Cuba, il est reçu pendant 40 heures par Castro, et à l'issue de cet entretien, à huis clos, il s'en va. Eh bien, les compagnons du Che aujourd'hui parlent plus de 40 ans plus tard, et ils expliquent que s'il est parti, eh bien, finalement, ce n'était pas l'expression de sa volonté, mais c'est parce qu'il a été obligé, il a été forcé par Castro de quitter et d'abandonner toute fonction officielle à Cuba. Parce qu'il y a un détail révélateur. Quand Che Guevara se trouvait au Congo belge, vous savez, pour soutenir la révolution de Laurent-Désiré Kabila, eh bien, Castro a rendu publique une lettre dans laquelle Guevara dit qu'il renonce à sa citoyenneté cubaine et qu'il renonce aussi à toutes ses fonctions parce que, dit-il, la révolution l'appelle ailleurs. Si c'était vrai, où est le problème? Le problème, c'est que Guevara avait émis l'idée que cette lettre soit publiée après sa mort, comme une sorte de testament politique. Mais si on la rend publique avant sa mort, pour le coup, ça signe sa mort politique. Il s'est retiré de la scène. Exactement, il ne peut plus avoir aucune fonction après cette lettre. Et Guevara dira qu'il a immédiatement ressenti sur le terrain les effets néfastes de cette lettre. Donc je vous dis ce que Guevara en dit. La lettre a fait que les camarades ont vu en moi un étranger en contact avec les Cubains. À l'époque, celui qui arrivait, et à présent, celui qui partait. La lettre m'a séparé des combattants. C'est assez clair. Et donc vous sous-entendez que Castro a instrumentalisé le Che? Une petite anecdote. Un jour, un compagnon dit à Fidel Castro « Le Che est un homme parfait ». Et Castro répond « presque parfait ». Il lui manque la ruse. Et la ruse, on peut dire que Fidel Castro, au contraire, l'a bien utilisée contre Guevara. Comment? En l'expédiant en Bolivie, très loin de Cuba. C'est un peu excessif, ça, parce que c'est pas prouvé quand même, non? Non, c'est pas excessif parce qu'il n'y a aucune insurrection paysanne en Bolivie. Il n'y a aucune raison pour Guevara d'aller faire la guerre là-bas, la guérilla. Et au contraire, même le général Barrientos, certes, est un dictateur qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État, mais il a été légitimé par les urnes. Et le Che avait toujours dit qu'il ne fallait pas faire la révolution ni la guerre dans les pays où il y avait eu des élections. Donc, on peut se poser la question, qu'allait-il faire en Bolivie? Je vous le demande. Eh bien, je vous réponds, c'est Fidel Castro qui l'a envoyé en Bolivie. Enfin, officiellement, c'est une décision de Guevara. Officiellement, c'est une décision de Guevara, mais c'est faux, c'est Castro qui l'a envoyé. Et puis, c'était un terrain absolument pas propice, il n'y avait aucun moyen de communication, aucun moyen de survie là-bas. Et puis, il était confronté à des populations qui étaient à des années-lumière de l'idée de révolution, d'impérialisme. Il y avait des populations qui ne parlaient même pas espagnol et qui étaient des Indiens sur place. Mais on sait pourtant qu'il partait avec une certaine confiance, parce que Castro, apparemment, lui avait dit qu'il bénéficierait du soutien du Parti communiste bolivien qui était dirigé par un certain Monrey. Oui, c'est vrai que Castro a reçu ce leader du PC bolivien. Officiellement, il y avait le soutien de ce parti communiste-là, sauf que sur le terrain, il n'en était rien. On peut dire que Che Guevara a été lâché, et même les jeunes militants communistes boliviens étaient dissuadés d'aller rejoindre la guérilla de Che Guevara. Donc on peut dire que finalement, c'était un piège et que Che Guevara s'est resté bien seul. Et Castro même a cessé tout contact quasiment à partir de mars 67. Il a cessé tout contact avec Che Guevara. Mais c'est peut-être de là aussi que vient la légende du révolutionnaire solitaire et romantique. Oui, mais cette légende-là, on peut aussi la remettre en question parce que le personnage de Che Guevara est quelqu'un qui est un homme redoutable et redouté, qui se met la terreur. Peggy et Eric, vous avez décidé d'écorner la légende, ou de la corriger en tout cas,
Et vous dites que le Che était un homme impitoyable, donc ça mérite explication. Il suffit de lire ses écrits tout au long de sa vie, la tenue des journaux, pour se rendre compte que le Che était un homme radical. Et l'événement, le premier événement qui explique cette attitude, ça remonte à loin, en 1954 au Guatemala. Le Che assiste à un coup d'État soutenu par la CIA pour renverser le colonel Arbenz. Et selon lui, cet échec est imputable au fait que la population n'était pas armée. Il gardera ça toute sa vie en tête et c'est pour ça qu'il n'hésitera jamais à employer les armes et qu'il se montrera impitoyable. Et d'ailleurs, une fois que la révolution prend le pouvoir à La Havane, le Che devient, entre autres titres, gouverneur de la prison de la Cabaña à La Havane. Et c'est un gouverneur qui sera tout sauf administratif et absent. Il va superviser personnellement les exécutions ordonnées par la justice révolutionnaire. L'une des premières sera l'exécution d'un petit paysan qui avait dénoncé les guérilleros dans la Sierra Maestra avant la Révolution à la police de Batista. Et il ne regrettera jamais aucune de ces exécutions. Il faut bien comprendre que pour lui, il est engagé dans un processus de lutte à mort contre l'impérialisme. Et à l'époque, on parle de 200 sentences de mort, c'est quand même pas rien. Je vous propose d'écouter un extrait des actualités de l'époque qui campe bien cette atmosphère. Sur tout le territoire cubain, les partisans de l'ancien régime qui n'ont pu s'enfuir avant la victoire de Fidel Castro sont traduits devant des tribunaux d'exception. Le chef de la révolution a déclaré que tous ceux qui seraient reconnus coupables de meurtre, de torture et de crimes contre la patrie seraient passés par les armes. Déjà, à La Havane, à San Cristobal, à Santa Clara, 200 accusés ont dû se défendre eux-mêmes. Aussitôt le jugement prononcé, et ce fut 200 fois la peine de mort, les condamnés ont été conduits devant le peloton d'exécution. En apprenant l'émotion que les premières condamnations avaient provoquée à l'étranger, Fidel Castro a affirmé qu'il était prêt à combattre l'opinion mondiale pour que justice soit faite. C'est vrai, il y avait des exécutions, mais il ne faut quand même pas oublier qu'on était en pleine guerre civile et que le régime de Batista avait déjà provoqué 20 000 décès sous la torture. Regardez ces photos dans la revue Bohémia. Le nombre de victimes est impressionnant et leur état tout autant. Donc en fait, le Che a malmené des gens, ça je ne le conteste pas, mais eux-mêmes étaient des tortionnaires. Bon d'accord, c'est la guerre civile, mais enfin ce qui est troublant, c'est l'attitude de Guevara. Parce que même lorsqu'il ne supervise pas les exécutions lui-même et qu'il délègue en quelque sorte, il a une attitude étrange. Regardez dans ce petit livre, La face cachée du Che. C'est assez récent, 2007 je crois, signé Jacobo Machover, et c'est fondé notamment sur des témoignages de proches compagnons de Che Guevara, notamment un certain Benigno qui est réfugié en France depuis 1996, et puis 30 ans après il parle. Mais il raconte que lorsqu'il déléguait ses exécutions, le Che aimait régulièrement venir y assister. Il montait sur un petit muret qui surplombait la scène, il allumait un cigare et il s'allongeait pour regarder les hommes mourir. Ce Benigno raconte que finalement, s'il suivait Guevara, c'était certes pour des motifs révolutionnaires, mais aussi parce qu'il avait peur de Guevara. C'était pas du respect, c'était de la crainte. Enfin, seul Machover affirme ce genre de choses quand même. Enfin, le Che était radical, vous pouvez pas le nier. J'ai sous les yeux une citation de lui à l'Assemblée générale des Nations unies de New York le 11 décembre 1964. Je vous lis, c'est signé Guevara. Oui. Nous avons fusillé, nous fusillons et nous continuerons de fusiller tant qu'il le faudra. Notre lutte est une lutte à mort. C'est clair, non? Non mais attendez, parce que là vous présentez le méchant Che contre le gentil Castro. C'est un peu simpliste, non? Il faut quand même pas oublier que pas plus tard qu'en 1989, Castro a fait fusiller cet homme, le général Ochoa, qui était à la tête des Cubains engagés en Angola, simplement parce qu'Ochoa lui faisait de l'ombre. Il ne faut pas l'oublier, ça, Fidel Castro, c'est quand même ça. Ouais, et alors? Heureusement finalement qu'il n'était que numéro 2 de la révolution cubaine et pas numéro 1, parce qu'avec lui on aurait eu le droit à la Troisième Guerre mondiale. En 1962, vous vous souvenez, au moment de la crise des missiles, lorsque les soviétiques installent des têtes nucléaires sur le sol cubain pointé vers les États-Unis, donc le grand bras de fer qu'il y a eu à ce moment-là, Che Guevara, il avait des déclarations irresponsables. Il disait, dommage que ces missiles ne soient pas vraiment cubains mais russes, parce que moi je les aurais envoyés à titre préventif. Il a vraiment dit ça? Il dit ces déclarations à l'époque, alors officiel, il n'était pas en charge de les envoyer, mais il disait, moi, s'il tenait qu'à moi, je les enverrais. Il aurait déclenché le feu nucléaire sur les États-Unis d'Amérique. Je ne comprends pas. Enfin, la question ne se pose pas, puisque de toute façon, c'est Castro qui a fait installer ces missiles, pas Che Guevara. Et parmi les guérilleros, comment ça se passait? Écoutez, toujours d'après ce petit livre de Machover, La face cachée du Che, autant il était impitoyable avec ses adversaires, mais il était aussi très cruel avec ses propres compagnons. Et même en Bolivie, sur la fin, alors qu'il était un peu isolé, qu'il n'y avait plus grand monde autour de lui, il était très cruel, il était impitoyable. Les succès militaires étaient rares, et bien pourtant, même si ses troupes avaient le malheur de perdre par exemple leur ration alimentaire,
Eh bien, le Che se vengeait, il est privé de nourriture pendant plusieurs jours. Voilà qui montre un Che Guevara quand même pas tout à fait conforme au mythe qu'on a l'habitude de décrire. En fait, si on se résume, le Che avait contre lui l'armée bolivienne, l'Union soviétique, et Castro ne lui donnait plus le soutien qu'il aurait dû lui donner. Mais on ne peut pas examiner les circonstances de la mort du Che sans parler d'une affaire très importante. C'est l'affaire Régis Debray. Peggy, c'est quoi au juste cette affaire Debray? Eh bien, en mars 67, parmi les nouvelles recrues de Che Guevara, il y a un écrivain français qui s'appelle Régis Debray. Il est agrégé de philosophie, il a 27 ans, son surnom c'est Danton. Et il est chargé d'aller chercher des soutiens révolutionnaires à l'étranger. Pour ça, il faut l'exfiltrer. Mais le 19 avril 1967, Debray et un certain Ciro Bustos, un guérillero argentin, sont capturés. Ciro Bustos, il est extrêmement doué en dessin et il a en sa possession des portraits très ressemblants des guérilleros. Ces dessins sont déterminants parce qu'ils vont permettre précisément d'identifier parmi les guérilleros la présence de Che Guevara. Et il ne reste qu'une confirmation à attendre. Mais qui donne cette confirmation alors? Et bien justement, Régis Debray lui-même qui va expliquer, lorsqu'il est interrogé, qu'il est venu pour interviewer Che Guevara. Je vais vous citer une déclaration de l'agent de la CIA, Félix Rodriguez, ce type qu'on voit sur la photo, la dernière photo vivante du Che. Il va dire « Il y avait une forte tendance au sein de la CIA pour croire que Che Guevara était mort en Afrique. Mais lorsque Debray et Ciro Bustos furent appréhendés, la CIA comprit que Debray n'était pas là pour une guérilla quelconque. Sous-entendu, il était là parce que Che Guevara était là lui aussi, donc sa simple présence suffisait à attester la présence de Guevara. » Le détail des déclarations de Debray, on les trouve dans ce livre, La guérilla Immolada, de Gary Prado. Alors dans son journal, le Che d'ailleurs décrit Régis Debray comme étant le Français qui parle trop. Mais ce qu'il faut tout de suite préciser, c'est que Régis Debray a toujours démenti avec la plus grande force les accusations portées contre lui. D'ailleurs, selon plusieurs auteurs, ce n'est pas lui qui a parlé, ce n'est pas lui qui a trahi, mais c'est Ciro Bustos, l'auteur des dessins, qui a été interrogé par l'armée bolivienne et qui a commencé à tout raconter, à faire précisément ses dessins. Et ensuite, Debray a été interrogé et face à l'évidence, il a été obligé de reconnaître qu'il était là pour tenter d'interviewer Che Guevara. Donc on ne peut pas dire que c'est lui qui a parlé, mais que plutôt il n'a pu que confirmer ce que l'autre avait dit auparavant. Donc en fait, il parle une fois qu'il sait que les informations qu'il va donner n'auront plus d'incidence, c'est ça? Il parle, c'est-à-dire que ces documents semblent accablants, mais la réalité, c'est qu'effectivement, il n'a que confirmé quelque chose que tout le monde savait déjà au sein de l'armée bolivienne. Mais surtout, ce que Debray explique par la suite, c'est que les rumeurs sur sa trahison viendront parce qu'ensuite, il va rompre avec le régime castriste. Et donc, probablement qu'à la Havane, on a commencé à dire que c'était lui le traître. D'accord, mais en Bolivie, il a été jugé pour avoir participé à la guérilla? Oui, il va être jugé comme guérilleros. Tenez, regardez, voici les archives de l'époque. À Camiri, Régis Debray, qui fut son ami et dont le procès se poursuit, a déclaré avoir sans succès demandé au Che d'être incorporé à la guérilla et a réclamé que le tribunal militaire le considère comme co-responsable des actes des guérilleros. Che Guevara, a-t-il dit, n'est pas de ceux qui meurent parce qu'il restera vivant dans le cœur de chaque révolutionnaire. Donc ce procès de Debray se déroule en novembre 1967 dans une ambiance houleuse. À l'extérieur, la foule réclame la mort pour Debray, la mort pour les guérilleros. 30 ans de prison sont requis contre lui. Finalement, à la suite d'un mouvement de protestation, de mobilisation internationale et la pression de la France aussi, il fera tout de même 4 ans de prison et sera libéré ensuite. Bon, alors, on a fait le point sur l'affaire Debray, mais il y a une chose que je voudrais qu'on précise, c'est qu'est-ce qui s'est vraiment passé le jour de la mort du Che. Donc le Che avait de nombreux ennemis, et comment est-ce qu'ils ont réussi à le prendre? Est-ce qu'on peut se livrer à une reconstitution? Oui, alors partons du début. Les Américains en ont marre de Che Guevara, ça on le sait. Ils ont peur que sa révolution ne gangrène toute l'Amérique du Sud. Alors ils ne sont pas certains qu'il se trouve en Bolivie, mais quand même, ils envoient là-bas des vétérans de la guerre du Vietnam et de la guerre de Corée pour former les militaires boliviens à la contre-guérilla. Le 11 mai 67, un mémo signé Walt Rostoff, le voilà, conseiller à la sécurité, arrive sur le bureau de Lyndon Johnson, président des États-Unis. Ce mémo fait mention que le Che est bien vivant et qu'il opère en Amérique latine, donc l'étau se resserre sur Guevara. Et puis il y a un réchauffement des relations diplomatiques entre l'URSS et les États-Unis. Le président Johnson reçoit le russe Kosygin. Les deux hommes sourient, les deux hommes se parlent. Et peut-être ont-ils un intérêt commun. En tout cas, peu après cette rencontre, Kosygin va se rendre à Cuba en juin 67 et il se dit que la conversation qu'il aura avec Castro, au cours de cette conversation, il va prévenir Castro qu'il faut qu'il cesse tout soutien à Guevara, sinon il y aura des représailles. On peut dire que venant de l'URSS, c'est un avertissement qui est très clair. D'accord. Et le jour de la mort, comment ça se passe? Alors ça, c'est les plans de l'armée bolivienne
dessinés par les militaires boliviens au moment de la capture. Ils encerclent les guérilleros. On voit ici les montagnes, les itinéraires des guérilleros et les militaires qui les encerclent. Voici une autre carte. Regardez, c'est les montagnes, la petite école dans laquelle Guevara a été capturé. Ouais. Donc l'armée a resserré son étau, l'a capturé, mais il faut savoir qu'en faire. Il faut attendre les ordres. Et les ordres, en quelque sorte, vont venir du ciel. Le matin du 9 octobre 67, on annonce l'arrivée d'un hélicoptère avec à bord un haut gradé de l'armée bolivienne, le général Amaya, accompagné d'un agent de la CIA, connu sous le nom de Félix Rodriguez, le voici. C'est celui qu'on voit là, oui. Félix Rodriguez est à côté du Che. Oui. De la dernière photo du Che vivant, c'est lui, Rodriguez, c'est un agent de la CIA qui a passé sa vie à traquer la subversion communiste en Amérique latine. Et Rodriguez raconte comment il eut à prendre sa décision de tuer le Che. Les consignes du sergent Saucedo, chargé de me transmettre les ordres des généraux Barrientos et Ovando, étaient 500-600. 500 était le nom de code pour l'identité du guerriero, 600 voulait dire exécution. D'accord. Et ensuite, ce sergent, Mario Terán, se propose pour l'exécution. Il dit que les consignes de Rodriguez étaient très claires. Il ne fallait surtout pas tirer sur le visage, mais bien en dessous de la poitrine pour que cela ressemble à des blessures de guerre. Alors ce jour-là, il est 13h20 et il tire. Mais alors donc c'est la CIA qui a tout organisé? Non. Mais si. Ah non, parce que reprenez encore ce mémo là, de la CIA à destination de Johnson. Là-dedans, Walt Rostov dit que ce n'est pas lui qui conseille de tuer Che Guevara, mais bien le général Obiando. C'est une décision unilatérale, si vous voulez, des Boliviens. La CIA était opposée à cela. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux camps, pour schématiser. Il y a le camp de Rostov, qui considère que tuer Che Guevara, ce serait inutile parce que ça l'érigerait au rang de martyr. Et vous avez ceux qui sont favorables à l'exécution et contre donc un procès du vivant de Che Guevara, parce que ça provoquerait un raz-de-marée international. Il ne faut pas oublier qu'on est en pleine guerre du Vietnam, que le Che est extrêmement populaire. Il apparaît comme la seule personnalité réellement empathique avec les Vietnamiens, et c'est la seule personnalité également qui n'a pris parti ni pour les Chinois ni pour les Soviétiques dans ce conflit. Mais moi je ne vois pas pourquoi on peut dire que la CIA ne serait pas dans le coup. Il se murmure même que, vous savez, Ciro Bustos, le compagnon de Régis Debray, qui a fait les dessins qui ont permis d'identifier le Che, il se murmure même que ce Ciro Bustos était un agent de la CIA. D'ailleurs, soit dit en passant, pour service rendu probablement, il a coulé une retraite paisible en vivant confortablement en Suède bien après. Donc c'est quand même pas très clair. Qu'est-ce qu'il en est en tout cas de la version officielle selon laquelle le Che serait mort au combat? Eh bien, un homme va venir contrecarrer cette version officielle. Il s'appelle Eduardo Torrico. Il a subtilisé la clé de la petite école du village de La Higuera dans laquelle était enfermé le Che. Et quand il entre, après la mort du Che, il découvre des lambeaux de chair, du sang, des cheveux, des douilles. Et il est tellement offusqué qu'il décide de quitter la Bolivie et de gagner la France pour alerter la communauté internationale. Et le 30 décembre 1967, la vérité éclate. Che Guevara a bien été assassiné et il a été exécuté à terre alors qu'il était blessé. Vous imaginez l'émoi quand même du monde entier. Malheureusement, les militaires vont cacher le corps entre-temps et le secret sera gardé 30 ans. Pourquoi 30 ans? 30 ans, personne ne sait pourquoi le secret a été gardé 30 ans, mais on peut imaginer que, comme par hasard, la découverte du corps de Che Guevara coïncide avec l'anniversaire de sa mort, le 30e anniversaire de sa mort, et ça vient finalement peut-être redorer l'image du Che, redorer le blason de la révolution castriste, qui a une image déplorable à cette époque-là. Et puis le contexte a changé à la fin des années 80, l'URSS est en train de s'effondrer, le contexte a vraiment changé, et finalement tous les verrous se sont levés un à un pour qu'on puisse chercher et trouver le corps de Guevara. Du coup, les recherches débutent en novembre 1995 et on retrouve enfin les restes du Che sous la piste d'atterrissage de l'aéroport de Valle Grande en Bolivie. Du coup, immédiatement, l'Argentine envoie une équipe d'anthropologues et Cuba fait la même chose. Le 27 juin 1997, on retrouve effectivement le corps de Guevara et de ses hommes sous la piste d'atterrissage de Valle Grande. Et apparemment, je dis bien apparemment, l'identité de ces hommes n'est pas contestable. Con la información premote osteodontológica de quien en vida fuera el doctor Ernesto Guevara de la Serna, se observa absoluta coincidencia entre los mismos, siendo por lo tanto y en forma indubitable la identificación positiva. Il explique qu'on est certain de rien parce qu'il n'y a aucun test ADN qui a été effectué pour venir confirmer que c'était bel et bien le corps du Che. Donc il reste encore des zones d'ombre et donc c'est le moment de faire appel à notre historienne. Jeannette Abel, vous êtes universitaire, vous êtes spécialiste de l'Amérique latine, vous avez écrit ce livre
qui s'appelle Rupture à Cuba, le castrisme en crise. Vous étiez sympathisante de la révolution cubaine, puis vous avez pris un peu de distance. Vous êtes universitaire, ça ? Maintenant, je suis universitaire et Voilà. donc j'analyse ce qui se question. passe, oui, bien sûr. Question simple, qui est responsable de la mort du Che ? Si on prend la responsabilité immédiate, on sait quels sont les responsables. Les généraux boliviens et la CIA, l'ordre est venu de Washington. Si on prend les responsabilités antérieures, alors d'une part, le secrétaire du PC, du Parti communiste bolivien, qui avait promis son aide et qui les a lâchés dès le début d'ailleurs, et qui les a complètement, qui a abandonné la guérilla complètement et Guevara avec. Et puis, je dirais en premier lieu Moscou, parce que l'Union soviétique, on le sait maintenant, on a des archives, était très hostile à Guevara, avait un jugement extrêmement critique à son égard, et pratiquement, on peut penser quand même, ça n'est pas écrit noir sur blanc, que le fait qu'il reste dirigeant de la révolution cubaine n'était pas acceptable pour Moscou à l'époque. Les Américains responsables, les Soviétiques responsables, mais notre enquête démontre qu'il y a peut-être un autre responsable, Fidel Castro lui-même, qui aurait lâché son ami Guevara. On n'a pas d'éléments. Non, ça, je ne peux pas. On est obligé de se fier à des éléments. On n'a aucune preuve de ça. Hein. On peut. Il y a des gens qui spéculent, bien sûr, mais on ne peut pas. Il n'y a rien qui nous permette d'affirmer cela. En tout cas, finalement, le Che et Castro étaient opposés, mais on parle plus souvent du personnage Che Guevara, de l'icône. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il a fait pour Cuba ? L'apport était considérable. D'abord, c'est un apport militaire. On oublie tous trop souvent qu'il a gagné la dernière bataille qui fait sombrer la dictature de Batista. La bataille de Santa Clara, c'est lui qui la gagne. Deuxièmement, c'est un internationaliste, c'est quelqu'un, on dirait aujourd'hui un altermondialiste, c'est quelqu'un qui a une vision mondiale du monde, qui veut défendre les opprimés, qui veut défendre les pauvres et qui a une conception générale de la société. Il veut construire une nouvelle société. Radical, mais il veut construire une société très égalitaire. Et il a surtout une volonté de justice sociale. C'est quelqu'un qui ne tolère pas les inégalités. On peut peut-être dire que c'est un Saint-Just, mais c'est quelqu'un qui a une vision extrêmement... C'est un humaniste, et je sais bien qu'on lui oppose un certain nombre de témoignages, les jugements, les exécutions en 1959, après la victoire sur Batista. Oui. Mais c'est comme si, je dirais tout simplement une chose, c'est comme si on parlait de la résistance française en la jugeant uniquement avec ce qui s'est passé dans l'immédiat après-guerre, avec l'épuration, les jugements contre les femmes, etc. Il faut se rendre compte dans quelle époque on est. La peine de mort existe partout dans le monde. Et elle existait en France aussi. On a eu le tribunal de Nuremberg, on a condamné à mort les nazis, et à Cuba, on a condamné à mort les tortionnaires de Batista. Jeannette Abel, au niveau international, qu'est-ce que Guevara a réellement apporté ? Je crois qu'il a surtout apporté un esprit de solidarité au moment où l'URSS et la Chine se déchiraient et où il a dénoncé le système soviétique avant tout le monde. Il faut quand même se rendre compte qu'il annonce entre 1963-65, donc il y a un demi-siècle, il annonce que l'Union soviétique, que le système soviétique ne survivra pas. Il n'y avait pas tellement de gens pour le dire à l'époque. Et il le critique de manière virulente. Mais il le critique parce qu'il ne le trouve pas assez radical. Non, il le critique parce qu'il le trouve trop bureaucratique, parce qu'il dit qu'il y a là des fonctionnaires, des gens qui ne travaillent plus, et que finalement la vie quotidienne de la population n'a pas tellement changé. Alors donc vous avez un jugement positif sur Guevara, toujours aujourd'hui ? Oui, j'ai un jugement. Mais la révolution cubaine, elle, a mal évolué. Écoutez, c'est un pays, oui, enfin, c'est difficile de dire ça comme ça. Le problème, c'est que c'est un pays qui est dans le conflit depuis un demi-siècle. Fidel Castro, c'est un chef de guerre et il dirige le pays comme on dirige une armée. C'est jamais très démocratique. Hein. Quand vous impliquez les règles de la discipline à la société tout entière, vous n'avez pas de liberté de la presse, vous n'avez pas de liberté d'association. C'est un régime qui est un peu soviétique, quoi. Oui, enfin avec des caractéristiques quand même particulières parce que... il y a une originalité à Cuba qui tient au fait qu'on est en Amérique latine et que les traditions ne sont pas les mêmes. Pour revenir au Che,
À votre avis, pourquoi on peut expliquer qu'il soit un tel mythe et qu'il soit demeuré un tel mythe, même aujourd'hui, parmi la jeunesse? Il y a encore des posters dans beaucoup de chambres d'adolescents aujourd'hui. Pour quelle raison, à votre avis? Écoutez, vous en connaissez beaucoup, des gens qui, à 39 ans, quittent le pouvoir, sont ministres, bénéficient de tous les avantages de la célébrité. C'est un héros incontesté, même s'il est contesté par certains à Cuba, ça, il n'y a aucun doute, et qui s'en va et qui part d'abord en Afrique, puis en Bolivie, qui meurt 2 ans après, tout simplement parce qu'il veut combattre la misère. Je ne connais pas beaucoup de monde comme ça. Écoutez, le 9 octobre 2009, d'ailleurs, le président bolivien Evo Morales, qui est un Indien Aymara, est parti lui rendre hommage sur les lieux mêmes de son exécution. Il y a même des paysans boliviens maintenant qui l'appellent San Ernesto de la Higuera, donc Saint-Ernest de la Higuera, qui est l'endroit donc où il a été, la petite école où il a été exécuté. Mais la question qu'on se pose tous, c'est qu'est-ce qu'il est allé faire en Bolivie alors? Mais c'est une bonne question, parce que, à vrai dire, il semble bien qu'il n'ait pas décidé, lui, d'aller en Bolivie. C'est un piège. En tous les cas, le fait qu'on se soit appuyé sur le Parti communiste bolivien, qui est un parti communiste à l'époque totalement afféodé à Moscou, qui est un parti communiste en plus qui est totalement hostile à la lutte armée et hostile à la révolution, à la direction cubaine, et particulièrement hostile à Guevara. Le fait qu'on s'appuie sur lui, c'est quand même quelque chose d'étrange, et d'ailleurs il le lâche. Dernière question, est-ce que c'est bien le corps de Che Guevara qui a été retrouvé sous la piste d'atterrissage de Valle Grande? Je pense que oui, parce que je sais bien qu'il n'y a pas eu de test ADN, mais je ne vois pas bien quel serait l'intérêt de tricher, parce qu'il a des descendants, le Che. On sait maintenant qu'avec les tests ADN, on peut vérifier que si c'est lui ou si ce n'est pas lui, un jour ou l'autre, je pense que peut-être on le fera. Bien. Jeannette Abel, vous avez donné votre verdict. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Voilà donc notre conclusion. Elle n'engage que les auteurs de cette émission, mais nous avons essayé de vous donner toutes les pièces de ce dossier. À vous de vous faire une opinion. Après tout, elle vaut bien la nôtre. Et à bientôt pour la résolution d'une autre énigme de l'histoire.